Salut les loups, aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo. J'ai vu que la première vous avait pas mal plu, du coup je me suis dit pourquoi pas continuer et j'espère faire beaucoup d'autres vidéos par la suite. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de stérilité, donc ça peut tout aussi bien concerner les hommes que les femmes. Mais bien sûr ici je parlerai pour moi et je suis une femme, donc voilà. Je suis stérile à 100%, il n'y a pas de retour possible en arrière, il n'y a pas de truc gardé de côté, c'était pas possible pour moi. Je vous le dis aujourd'hui, et comment j'arrive à vous dire ça aujourd'hui, un an après que je l'ai su, c'est ce que je vais essayer de vous dévoiler dans cette vidéo. Je vais d'abord vous expliquer toutes les phases par lesquelles je suis passée en un an et comment à ce jour j'arrive à positiver, à ne plus y penser 1000 fois par jour. Je résumerai à la fin toutes les petites astuces, tous les petits conseils que j'aurai à vous donner si vous débutez dans la stérilité. On adore ce terme. Et voilà, du coup tous les trucs qui ont fonctionné pour moi et que je pense qu'il faut partager parce qu'on n'est pas tout seul, on est loin d'être tout seul. C'est sûr que plus on est jeune, plus on se sent seul dans cette histoire de stérilité, mais au fur et à mesure des années, on va être de plus en plus nombreux, même si c'est malheureux de dire ça. Bref, ça c'est déjà un argument de positivité, vous verrez que je suis au taquet pour ça. J'ai identifié 7 phases, je me suis rendu compte que c'était les phases du deuil, donc j'imagine qu'il faut réellement faire un deuil de son enfant biologique. Première phase, le choc. Tout simplement, ça dure pas très longtemps. Chez moi, je suis même pas sûre qu'il y en ait réellement eu un. Quand on m'a annoncé que j'avais un truc aussi gros en moi, des tumeurs aussi grosses, etc., la première question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on va m'enlever mon utérus? Et quand on m'a dit probablement, pour moi, c'était sûr que ça voulait dire oui. En deuxième phase, c'est plutôt le déni. Donc pendant plusieurs semaines, je dirais peut-être 3 semaines, je me suis réveillée tous les matins, je me suis endormie tous les soirs en me disant je rêve. Et tous les matins, je me réveillais, je me disais oh, putain, mais c'est pas un rêve en fait. Genre, c'était juste une phase où tu te dis c'est pas possible, ça m'arrive pas à moi, ça pourrait arriver à plein d'autres gens, pourquoi moi? Ouais, c'est un peu ça, c'est vraiment tu veux pas y croire quoi. Tu le sais mais tu veux pas y croire en fait. Surtout pour moi qui ai gardé des enfants depuis mes 14 ans, j'avais vraiment pas envie d'y croire. C'est-à-dire que garder des enfants c'est toute une passion dans ma vie. Avoir des enfants forcément c'était un rêve pour moi. Et quand on te dit ça, tu penses à plein de choses en fait. Tu te dis oh, mais ma mère, je suis sa seule fille, elle va pas me voir enceinte. En fait tout ce qui fait que c'est trop gros, tu te dis c'est juste pas possible. Tu penses à plein de choses, voilà, tout ce qui aurait déroulé ta vie normalement, parce que quand t'es une fille qui comme moi veut des enfants, tu connais déjà leur prénom, tu connais à quel âge tu veux les avoir, tu sais si tu veux 3 filles, 3 garçons, 2 filles, 1 garçon, c'est vraiment, tout est, je veux pas dire millimétré, mais oui, pour moi qui avait ce rêve d'être mère, d'être enceinte on va dire, tu penses à plein de trucs. Tu te dis mais non c'est trop gros en fait, c'est pas possible. Et donc tous les matins tu te réveilles en te disant c'était un rêve. Et tu t'endors en te disant vas-y c'est qu'un rêve, je ferme les yeux, je me réveille, c'est plus là tu vois. Et en fait si, c'est toujours là. Et puis c'est là que tu vas essayer de, troisième étape, marchander. Donc tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas comme ça, quelles sont mes solutions, tu vois, genre tu cherches vraiment une échappatoire parce que tu te dis c'est pas possible, ça se passera pas comme ça. Premier point, je me suis d'abord demandé si je pouvais pas sauver mes ovules, des ovaires, tout ce que j'aurais pu sauver quoi. Au final, rendez-vous chez le gynéco, tout ça, dans ma tête j'avais cet espoir, je me disais non j'ai toujours mes règles, je suis toujours bonne à enfanter quoi. Et en fait non, c'est pas forcément parce que vous avez toujours vos règles que vous êtes toujours fertile. C'est vrai que ce petit espoir il reste quand même parce qu'on se dit j'ai mes règles, c'est que je fonctionne. Et en fait voilà, ça peut ne pas être si on prend la pilule, c'est juste la pilule qui déclenche des fausses règles. Deuxième solution, je suis allée faire quoi? Je suis allée regarder les procédures d'adoption. Là j'ai été assez bouleversée, déçue je dois dire. Il y a des dires sur ces sites internet qui t'expliquent l'adoption, c'est très dur à encaisser pour une fille de mon âge, en tout cas aussi jeune, qui vient d'apprendre qu'elle pourra pas avoir d'enfant. Tu te dis mais c'est qui écrit ces sites en fait? Vous avez 2 ans pour obtenir tel agrément, il faut que vous soyez comme ci, comme ça, c'est un truc de fou. L'enfant adopté ne doit pas remplacer l'enfant que vous n'aurez pas biologiquement, beaucoup de trucs comme ça, comme si on était des robots qui pouvaient oublier tout ce qui se passe. C'est des souffrances qui sont vraiment derrière moi actuellement, ça n'en reste que j'y penserai toujours un peu au fond de moi. Et
demander à des parents qui adoptent d'oublier complètement ça. À la rigueur, c'est même leur demander de ne pas être humain, ne pas être réellement des parents. Voilà, c'est vraiment robotisé, je trouve, c'est le mot, c'est robotisé. Et moi, ça m'a vraiment démoralisée plus qu'autre chose, si bien qu'après, toutes les personnes qui me parlaient d'adoption, j'avais envie de leur clouer le bec, et surtout que on n'en sait rien. On sait pas comment ce sera dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. On sait pas, s'il faut, ce sera vachement amélioré. Et donc là, on arrive à la phase numéro 4. La phase numéro 4, c'est que j'étais en colère. J'étais très en colère. Je me suis fâchée contre pas mal de personnes de ma famille, si bien que tout le monde finissait par comprendre qu'il ne fallait surtout pas me parler de ces sujets-là. À un moment donné, vous devez faire votre cheminement seul. En fait, en tout cas pour ma part, ni mon copain, ni ma mère, ni personne ne pouvait m'aider. J'avais besoin de le digérer toute seule. C'est juste que quand les gens ils te regardent, ils disent mais tu pourras adopter. Ah oui mais moi j'ai une copine qui a fait ci, moi j'ai un ami qui a fait ça. Chut en fait, genre quand t'arrives à ce moment là où réellement t'as compris que c'était cuit pour toi, tu vois. Bah ouais, t'as pas envie d'écouter ce que te disent les autres, t'as pas envie d'écouter machin a fait ci, machin a fait ça, t'as juste envie de nourrir ta haine pendant quelques semaines, quelques mois, pour qu'après t'arrives à passer à autre chose en fait. T'as forcément besoin d'être énervé contre quelqu'un, contre quelque chose. Moi j'étais énervée contre les parents qui faisaient marcher leur gosse du mauvais côté du trottoir. Ça me rendait folle. Si je voyais une femme enceinte en train de fumer, j'avais envie de la claquer. Enfin c'était vraiment... C'était extrême, c'est-à-dire que il y avait des comportements que je pouvais même plus regarder, j'étais obligée de m'en aller sinon je m'énervais quoi. Je me suis même demandé si j'allais pas louer ces trucs, vous savez, à Paris là où on jette des assiettes et tout contre les murs là, parce que vraiment je pense que ça peut aider. Ça a été commun à toute ma famille, il y avait beaucoup de personnes qui s'énervaient quand ils voyaient des mauvais comportements de parents, des trucs comme ça. C'est vrai qu'on était tous beaucoup énervés. J'avais une haine aussi des bébés ou des enfants, je pouvais pas m'en approcher, c'est-à-dire que je voulais plus les voir. Dès qu'un enfant essayait de s'approcher de moi ou quoi, j'avais l'impression d'être pas légitime et je me disais mais ouais, je veux même pas les voir quoi, ça me sert à rien, ça me sert plus à rien quoi. Moi j'en aurais pas, mais ce sera pas le mien. Dans cette phase de colère aussi, j'avais plus envie du tout qu'on me parle de sexualité, tous ces sujets qui touchent trop à l'organe féminin on va dire, ou voilà, tout ça je voulais plus en parler, c'était vraiment tabou. J'avais envie de dire mais foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur cette phase d'énervement. On passe ensuite à la phase, on va dire, qui est la moins rigolote. C'est une phase où t'es extrêmement triste, t'es limite en dépression. J'y pensais tout le temps en fait, c'est-à-dire que je pouvais pas rester 1 heure sans penser à ça, sans penser que j'aurais pas mon enfant. J'essayais de l'imaginer, je pleurais. C'était vraiment, c'était hard. Et ça c'est vraiment arrivé au moment où en fait on m'a vraiment enlevé mes ovaires et mon utérus. Et là, c'est bizarre à dire parce qu'en vérité on ne ressent absolument rien, on voit pas de différence. Vraiment, il y a aucune différence. Et du coup, c'est encore pire parce que tu sais que t'as perdu quelque chose, mais tu le sens pas. Pour parler de cette période, ça m'émeut un peu parce que c'est vrai que c'était assez triste. En plus, pareil, tu le vis tout seul parce que personne peut te comprendre, surtout quand t'es jeune comme moi ou comme vous peut-être. T'as l'impression que t'es tout seul dans ton cas, sachant que moi je répète encore que c'est pas vrai. Y a plein de gens qui sont venus vers moi après en me disant oh Marine, bah en fait moi aussi. Mais à cette période-là, t'as l'impression que voilà, on t'a enlevé quelque chose et tu pourras plus le récupérer et t'es vraiment trop triste quoi. Et là, je pense qu'il faut vraiment pleurer, mais tout ce que vous avez, mais vraiment tout, vraiment. Parce qu'il faut plus qu'il en reste une goutte quoi. C'est quand même un deuil d'un être que vous n'aurez jamais, ou en tout cas d'une expérience que vous n'aurez jamais. À ce moment là vous pensez à vos copines quand elles auront leur gosse, qu'elles seront enceintes et tout, pas vous. Vous pensez à plein de trucs négatifs en fait, vous voyez pas qu'est-ce qui peut s'offrir à vous de cette occasion manquée on va dire. Puis après dans cette phase de tristesse aussi tu te demandes si t'es... Je sais pas comment expliquer ça parce que en réalité c'est pas un organe même génital qui définit ta féminité, mais à ce moment là tu te dis mais est-ce que je suis toujours une femme en fait, je peux même plus donner la vie, je peux même plus porter un enfant, ce qui est normalement l'essence on va dire primitive d'une femme. T'as un vide en toi, t'as un vide de tes organes déjà et t'as un vide de l'expérience que tu sais que tu vas pas vivre. Mais à ce moment là quand t'as toujours eu des enfants, c'est à ça que tu penses. Tu te dis je suis un objet défectueux. C'est vraiment ce que j'avais dans la tête, je me disais je fonctionne plus,
qui voudra de moi, sachant que moi en plus j'étais déjà en couple et on est toujours en couple. Moi je dirais que cette phase de tristesse elle dure 6 mois. Je pleurais pas non plus tout le temps pendant 6 mois, faut pas abuser, mais une fois qu'on a bien pleuré, qu'est-ce que j'ai fait pour sortir de ça? On va passer à la phase numéro 6, donc qu'est-ce que j'ai fait pour accepter le fait que je sois stérile? Je me suis dit que c'était pas une finalité en soi que d'avoir un enfant biologique ou en tout cas de le porter, et je me suis dit mais en fait c'est quoi que je voulais? C'était avoir un enfant. C'était pas avoir un enfant de moi, c'était pas porter un enfant, c'était juste avoir un enfant, l'éduquer, le porter dans sa vie, le voir réaliser ses rêves. C'est vraiment ça que je veux, c'est pas forcément être enceinte, c'est pas forcément voir mes cheveux sur la tête d'un enfant, voir qu'il a les mêmes yeux que moi, c'est pas ça que je veux. J'ai gardé assez d'enfants pour savoir qu'on peut aimer un enfant, on peut aimer quelqu'un qui n'est pas de notre sang, comme s'il l'était, même plus que s'il l'était. Et qu'est-ce qui m'a aidé à faire ça? C'est surtout de me dégoûter du fait d'être enceinte. J'ai commencé à voir tous les aspects nazes de la grossesse. On va dire que là actuellement c'est une période où il y a beaucoup plus de mamans qui s'ouvrent sur les choses négatives de la grossesse, ou sur les réseaux sociaux elles partagent beaucoup plus de cet aspect pas du tout glamour qu'est la grossesse ou même l'après-grossesse. C'est très idéalisé, mais en réalité c'est pas si cool ou si extraordinaire que ça. En tout cas pour certaines c'est même un calvaire total, et du coup je me suis persuadée que s'il faut, j'aurais eu une grossesse horrible, que j'aurais eu je sais pas combien d'effets indésirables. Je me suis dit mais j'aurais pas de vergeture, j'aurais pas de crevasse en donnant le sein à mon gosse, j'aurais pas de déchirement du vagin quand mon gosse va sortir. J'ai pensé à tous ces trucs nazes et qui commencent à peine à être dévoilés, on va dire, si on cherche bien. Et je me suis dit bah voilà, moi non, j'ai pas ça. Si j'ai envie de prendre un enfant qui a déjà 3-4 ans et pas me taper les couches à nettoyer, moi je pourrais le faire. Si voilà, j'ai envie d'avoir une famille originale avec des enfants différents, je pourrais le faire. Et aussi l'acceptation s'est passée par le fait que j'arrive à dire que je suis stérile. Il me semble que je m'étais entraînée, je m'étais foutue devant un miroir et j'avais dit plein de fois je suis stérile, je suis stérile, je suis stérile. Et ça avait fonctionné, enfin ça m'avait aidé à on va dire à le déstigmatiser ce terme. La dernière phase dont je voulais parler, c'est le fait de l'accepter mais de l'intégrer. L'intégrer c'est vraiment que ça s'inscrive en toi, que tu vives comme si tu l'avais choisi en fait, pas comme si tu l'avais su. Je m'imagine avec ma famille, mon mec et mes enfants adoptés, et je trouve ça trop fun. Je trouve ça génial, je me dis qu'on va ressembler à personne. Et voilà, t'as pas cette pression qui te dit ah merde, hein, bon, mes 28 ans, je vais avoir mon premier enfant. Personne va me faire chier avec ça en fait. Tu te dis, ils vont juste se la fermer et moi je vivrai ma vie. Et tu pourras avoir la carrière que tu veux. Tes enfants, tu les adopteras à l'âge que tu veux, à l'âge que tu veux qu'ils aient aussi. Je pense que c'est plus épanouissant pour une femme de vivre sans cette pression en fait, tout simplement. Et du coup on va passer à la dernière partie de cette vidéo qui est donc mes astuces. Donc je vais un peu vous répertorier quelques trucs dont j'ai parlé dans la vidéo, mais aussi je pense des trucs que j'ai peut-être pas dit. Premier point, se dégoûter d'être enceinte. Deuxième point, se dire que l'originalité c'est peut-être plus beau que la banalité. Je veux pas dire que les gens qui ont des enfants biologiques sont banals. Et du coup dans les conseils que je voulais vous donner, c'est de dire tout simplement à vos proches, si vous êtes dans la phase d'énervement ou de tristesse et que vous avez vraiment pas envie d'en parler, c'est de leur dire tout simplement écoutez, je vous le dis à tous, j'ai pas envie d'en parler. Et c'est tout. Et quand j'aurai envie d'en parler, je viendrai vous le dire. Mais en attendant, personne m'en parle, personne me donne ses conseils. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on s'est affranchi de toutes les pressions sociales que ces femmes fertiles ont. L'horloge biologique, tout ça là, non, pas pour nous en fait. On est déjà passé outre, on a eu le temps de faire notre chemin depuis et on sait ce qu'on veut. Les gens qui viennent te raconter leurs histoires qui souvent finissent mal en plus, t'es là en mode on s'en fout en fait. En 2019, c'est pas une fatalité d'être stérile. Vraiment pas, je nous aime, nous les femmes stériles, nous les femmes qui auront des enfants adoptés ou qui n'auront pas d'enfants, nous les femmes qui s'assument sans cette oppression d'être enceinte. Et aussi courage à tous les mecs à qui ça arrive, ça doit être très difficile aussi, mais vous aussi vous pouvez le faire. Mes petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir échanger dans les commentaires parce que j'ai trop hâte, même si
Je sais pas si c'est bizarre de dire ça ou pas, mais j'ai trop hâte qu'on échange sur ce sujet parce qu'on n'est pas tout seul, ça fait 1000 fois que je le dis, mais on n'est pas tout seul. Ma prochaine vidéo, ça parlera du traitement que je suis hormonal post-cancer et sur les effets secondaires que j'ai eu et comment je fais pour les atténuer. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Salut les loups, portez-vous bien.